troisième table ronde, questions et synthèse. Alors, une situation que plusieurs d'entre vous ont connue, que beaucoup ne connaissent pas, c'est ce duel du haut après le dépôt du rapport. Parce que votre rapport, dont vous n'entendrez en principe jamais parler, il continue sa vie. Duel ou duo après le dépôt du rapport, maître Philippe Péricot, avocat au barreau de Paris, c'est lui, madame Amandine Revol, expert de justice, et monsieur Fabrice Vert, premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris. Philippe, je crois que c'est toi qui commences. Merci, Jean-Jean. Eh bien, c'est à nous désormais qu'il appartient de clore nos débats par le traitement de l'après, avec Monsieur le Président Vert et Madame l'expert Amandine Revol. L'après quoi? Alors l'après, déjà, l'intervention de ces brillantes intervenants qui ont déjà traité de beaucoup de sujets, ce qui va nous obliger à faire œuvre de synthèse. Mais après, bien sûr, le dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle, comme vous le savez, l'expert de justice est dessaisi de sa mission. Quand, comment et pourquoi, me direz-vous, l'expert de partie peut-il encore avoir un rôle à ce stade? Eh bien, on a vu que l'expert de partie avait un rôle avant l'expertise pour permettre le déclenchement de l'expertise de justice. On a vu que l'expert de partie avait un rôle pendant les opérations d'expertise pour assister les parties, mais il a également un rôle après le dépôt du rapport et un rôle très important pour l'avocat. Après le dépôt du rapport d'expertise, l'avocat, souvent l'avocat en demande, enfin en tout cas celui qui a intérêt à engager la procédure pour défendre les intérêts de son client, donc assigne devant le tribunal en ouverture de rapport, dans le cadre soit d'une procédure judiciaire classique, soit, nous le verrons avec Monsieur le Président Vert, dans le cadre d'une médiation judiciaire proposée par le tribunal et acceptée par les parties. Et dans le cadre de cette procédure judiciaire après dépôt du rapport, l'expert de partie peut intervenir dans différentes situations. Tout d'abord, premier cas, et cela arrive de temps en temps, l'expert de justice qui n'a pas rempli intégralement sa mission. Cela peut arriver que la mission qui lui a été confiée n'a pas été totalement remplie, et dans ce cas, bien que l'expert soit dessaisi, le juge du contrôle peut le saisir à nouveau pour lui demander de terminer sa mission. L'avocat, pour parvenir à convaincre le juge du contrôle d'y parvenir, de prononcer à une nouvelle, de redésigner l'expert judiciaire pour terminer sa mission, aura besoin à ce moment-là, souvent, d'un expert de partie qui va l'aider à définir, à déterminer les points de mission qui nécessitent un complément parce qu'elles n'ont pas été traitées. J'ai eu récemment le cas pour notamment une solution technique qui n'avait pas été abordée, préconisée par l'expert de justice, alors que ça faisait partie de sa mission que de se prononcer sur une solution technique qui était importante pour la solution du litige. Deuxième cas d'intervention de l'expert de partie, c'est en cas d'aggravation des désordres. Il peut arriver qu'après dépôt du rapport de l'expertise, du rapport de l'expert de justice, afin de constater et d'actualiser le chiffrage des réparations en cas d'aggravation des désordres, une nouvelle désignation de l'expert de justice soit nécessaire. À cette fin, l'avocat aura besoin souvent de solliciter l'avis d'un expert de partie qui va l'aider à convaincre soit le juge des référés si le juge du fond n'est pas saisi, soit le juge de la mise en état en cas sur incident si le juge du fond est saisi, pour lui demander, en cours de procédure, de désigner à nouveau l'expert de justice qui aura pour mission d'apprécier ou pas l'aggravation des désordres, qui aura bien évidemment une conséquence sur la solution réparatoire et sur les préjudices. Enfin, et c'est là peut-être le cœur de notre sujet, hors donc toute nouvelle désignation expertale, l'expert de partie peut intervenir bien sûr si les conclusions du rapport de l'expert judiciaire sont contestables.
Si elles sont contestables d'un point de vue technique, en effet, l'avocat aura besoin ainsi de l'expert de partie pour renforcer son dossier dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport. Par la production, on l'a vu, d'une note technique de l'expert de partie, mais également, c'est arrivé, et ça arrive, et j'aimerais bien que ça arrive plus souvent d'ailleurs, lorsque la production de cette note de l'expert de partie en cours de procédure permet d'instiller le doute pour le magistrat qui sera en charge de statuer sur le litige, il arrive à ce moment-là, et le Code de procédure civile le permet, que lors de l'audience de plaidoirie, le tribunal, le magistrat ou le juge rapporteur ou en collégial, convoque l'expert de justice à la barre du tribunal pour l'interroger et pour lui demander des précisions, notamment suite à ce rapport de l'expert de partie qui aura permis de créer un doute dans la religion du tribunal et qui nécessitera pour le juge d'avoir une explication complémentaire pour lever les points litigieux qui auront été relevés donc par l'expert de partie. Se pose la question maintenant, beaucoup de questions sur l'expert de partie qui intervient donc pour aider l'avocat à renforcer son dossier devant le tribunal. Tout d'abord, une question qui relève du périmètre de l'intervention de l'expert de partie. À mon avis, pour que l'expert de partie puisse avoir un avis convaincant vis-à-vis du tribunal, il faut que cet expert de partie intervienne sur les seuls aspects techniques du rapport d'expertise. Ça veut dire qu'il doit intervenir, à mon sens, pour contester l'origine d'un désordre, si il existe une autre origine possible que l'expert n'aurait pas traitée, pour contester la solution technique qui aurait été préconisée, s'il existe aussi une autre solution technique qui n'aurait pas été vue ou qui n'aurait pas été préconisée par l'expert de justice, et pour contester le chiffrage des réparations. C'est, à mon sens, que sur un plan technique, que le rapport de l'expert de partie peut avoir un caractère convaincant vis-à-vis du tribunal. Autre question importante, quel expert de partie faut-il s'adjoindre? Un expert de partie inscrit sur la liste des experts de justice ou pas? Un expert de partie différent de celui qui a assisté aux opérations d'expertise ou pas? C'est des questions importantes et j'ai mon avis sur leur réponse, sinon je ne vous la donnerai pas. Je pense que, d'une part, il faut que l'expert de partie soit un expert qui soit inscrit sur la liste des experts judiciaires. En tout cas, c'est le point de vue de l'avocat, parce que, on l'a vu, c'est une garantie qui est donnée aux magistrats quant au respect des règles de déontologie élaborées par le CNCEJ, et qui font obligation à l'expert, notamment, de donner un avis objectif et impartial. Donc, cela va renforcer d'autant plus la valeur de son avis technique. Et puis, d'autre part, parce que souvent, l'expert de partie qui est expert de justice est un expert qui est connu du magistrat qui va statuer, alors qu'avec la compétence reconnue, alors que l'expert de partie, souvent, n'est pas connu du tribunal. Concernant la deuxième question, à mon sens, il faut que l'expert de partie qui a assisté pendant les opérations d'expertise des parties ne soit pas l'expert de partie qui intervienne après le dépôt du rapport de l'expert. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que si les arguments qu'il va développer dans sa note technique sont des arguments qui auront été développés au contradictoire de l'expertise de justice, ils auront donc été débattus, ils auront été rejetés par définition, parce que sinon on n'aurait pas besoin de redemander une note technique, et de sorte que de redemander à l'expert de partie de reproduire à nouveau, dans le cadre d'une nouvelle note technique devant le tribunal, ce qu'il a déjà dit dans le cadre de l'expertise de justice et qui a été rejeté, ferait, à mon sens, perdre beaucoup de poids à cette note technique. Deuxièmement, et c'est peut-être plus grave, si ces arguments de l'expert de partie qui a assisté aux opérations d'expertise n'ont pas été développés dans le cadre de l'expertise de justice,
eh bien, cela pose une autre difficulté, qui est celle de la loyauté. On pourra reprocher à l'expert de partie un manque de loyauté, de ne pas avoir évoqué dans le cadre des opérations d'expertise ces arguments, de les avoir cachés en quelque sorte, ne pas avoir, en tout cas, ne pas avoir voulu les porter au débat contradictoire, de sorte que si ces arguments sortent du chapeau après le dépôt du rapport d'expertise dans le cadre d'une note technique, ils auront, à mon sens, beaucoup moins de poids. Enfin, autre question qui est la question essentielle, en tout cas pour l'avocat, c'est de savoir quelle est la force du rapport de l'expert de partie par rapport au rapport de l'expert de justice devant le juge. Et là, je me tourne vers le président Vert. On l'a vu concernant la recevabilité du rapport amiable, on ne va pas ressortir cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation, qui est important. Sans cet arrêt, nous ne serions pas ici pour ce colloque, parce que cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation vient vous dire que le rapport de l'expert de partie a une valeur. Il peut être produit, il y a une force probatoire. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'intérêt pour les parties à demander à un expert de partie d'intervenir. Mais indépendamment de la recevabilité qui n'est plus contestée de ce rapport de l'expert de partie, il faut savoir ce qu'il vaut pour le juge par rapport au rapport de l'expert judiciaire. Donc c'est toute la question qui sera notamment évoquée par Monsieur le Président Vert, qui nous donnera son avis sur cette question. Quelle est la force du rapport de l'expert de partie non contradictoire par rapport au rapport de l'expert de justice qui a été pourtant désigné par le tribunal? Comme Monsieur le Président Vert vous donnera également son avis pertinent sur les autres modes alternatifs de solution du litige après dépôt du rapport d'expertise, distingue de la solution judiciaire classique, la consultation, la procédure participative et surtout la médiation. Nous verrons en effet que les modes alternatifs de règlement des litiges peuvent s'avérer d'autant plus utiles lorsqu'il y a une contradiction entre le rapport de l'expert de justice et le rapport de l'expert de partie. Et Monsieur le Président vous expliquera la raison pour laquelle justement la médiation, dans ce cas, pourra éventuellement permettre d'éviter une contre-expertise, même si cette contre-expertise est souvent rarement ordonnée. Monsieur le Président Vert nous dira également quelle sera la place de l'expert de justice aux côtés du médiateur, comment ce trio va fonctionner, avec deux impératifs distincts à concilier, la confidentialité de la médiation avec le caractère contradictoire de l'expertise. Mais avant de donner la parole à Monsieur le Président Vert, je vais la céder à Madame l'expert Amandine Revol, qui va nous exposer notamment de façon pratique, avec sa vision d'expert, les limites et les risques de l'intervention d'un expert de partie après le dépôt du rapport, dans ce rôle délicat qui est le sien, qui est celui de critiquer le rapport d'expert de justice, mais aussi, elle nous dira comment elle voit le rôle de l'avocat, le rôle de l'expert de partie pour définir avec l'avocat une stratégie de défense, et peut-être qu'elle aura un avis, et je le souhaite, différent du bien. Merci beaucoup, Maître. Juste en préambule, je voulais remercier l'équipe d'organisation de m'avoir invité, notamment Maître Eke qui m'a donné l'opportunité d'être présente. Je vous avouerai, je vous demanderai d'être indulgent, que c'est une première pour moi, mais j'ai trouvé intéressant de relever le défi. Voilà. Alors, quand Maître Eke m'a dit le thème et puis la table ronde, je me suis dit que j'avais peut-être pas forcément hérité de la meilleure table ronde en tant qu'expert de justice, parce que je ne sais pas pour vous, mais globalement, je suis nettement moins sollicitée postérieurement au dépôt du dépôt de rapport judiciaire qu'avant. Mais en même temps, ça m'a donné un petit peu l'occasion de réfléchir à la question et je vous livre comme ça un certain nombre d'éléments de réflexion qui me sont venus. Mon propos se découpe un petit peu en deux temps. Le premier temps, c'est dans l'hypothèse où nous sommes sollicités, alors que nous avons déjà été présents dans le processus de l'expertise, éventuellement en phase amiable ou à minima en assistance d'une partie au cours de la phase d'expertise judiciaire. Cela signifie donc que nous arrivons postérieurement au dépôt du rapport de l'expert de justice en ayant
toute la connaissance de l'historique de l'expertise. Donc, on connaît le sujet, on connaît le litige, on connaît les parties, on connaît l'expert, on sait un petit peu la teneur non seulement du rapport évidemment et des conclusions de l'expert de justice, mais on connaît également l'immédiateté des discussions orales qui ont pu se dérouler. On a une bonne maîtrise du sujet. Donc, à ce moment-là, à quoi va-t-on servir et que peut-on apporter de plus, alors que possiblement beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, Maître Perico évoquait peut-être cette limite, ce qui fait que sa position est plutôt en faveur d'un expert qui n'aurait pas suivi la procédure. Cela étant, je pense quand même qu'il y a une place à l'intervention pour un expert qui aurait suivi cette expertise. En apportant des éléments nouveaux, c'est-à-dire que parfois, quand on assiste une partie au cours d'une procédure judiciaire, on estime qu'il serait nécessaire de mener des investigations complémentaires et l'expert de justice s'y oppose pour des raisons qui lui appartiennent. On n'arrive pas à être suffisamment convaincant manifestement, ou en tous les cas, c'est un avis qu'on ne partage pas. Et pour autant, parfois, il me semble qu'il y a des investigations complémentaires à mener, diverses et variées. Dans ce cas-là, ça signifie que l'on peut très bien, de manière postérieure au dépôt du rapport, poursuivre de manière non contradictoire, cette fois-ci, auprès de notre partie, des investigations que nous estimons pertinentes. Dans mon domaine, qui est l'expertise post-incendie, ça peut être de procéder à de la modélisation. Ça m'est arrivé en travaillant avec des laboratoires adaptés sur des différents scénarios, avec des paramètres majorants et des paramètres minorants, donc des paramètres en faveur de la position de l'expert de justice précédent ou au contraire minorants. Voilà. Ça peut être des feuilles de calcul, ça peut être de l'expérimentation, etc. Il existe une multitude, suivant nos domaines de compétences, une multitude de moyens d'approfondir. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, bien que l'on ait connaissance de l'affaire. Je rappelle, vous l'avez évoqué, évidemment, la position de l'expert de partie, ce d'autant qu'il est par ailleurs expert de justice, est bien de favoriser une aide à la décision pour l'avocat. En ce sens, il y a vraiment un duo. On est là pour lui fournir des éléments, des billes, de la matière, à lui, avec son client, de se positionner sur sa stratégie. Nous n'avons pas matière à prendre des décisions sur la stratégie. Par contre, on a l'objectif, c'est bien de fournir des éléments. Quels qu'ils soient et quelle que soit la conclusion. Ça veut dire que donc on va se retrouver un petit peu coordinateur d'une certaine expertise. On va finaliser par la rédaction d'un rapport qui sera donc le rapport de l'expert de partie, et que on retrouve là toute la déontologie de l'expert de justice. Il conviendra d'indiquer les éléments sur lesquels nous sommes en désaccord avec l'expert de justice qui était intervenu précédemment, et les points d'accord. Je pense que c'est important, et notre parole et notre propos, notre rapport sera d'autant plus crédible vis-à-vis d'un magistrat que l'on aura la capacité de dire « Ok, je partage cet avis avec l'expert de justice. En revanche, sur ce point, je ne partage pas cet avis pour telle et telle raison. » Et là, il convient d'être évidemment extrêmement factuel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il est en même temps, quand on connaît l'historique, plus difficile possiblement d'être innovant. Ça peut être la limite. Et je rejoins du coup Maître Perico. Bon, alors du coup, dans ce cas-là, je pense qu'il faut repartir de la méthode et du raisonnement scientifique. Quelle est la question posée? Quelles sont les données dont je dispose? Quelles sont les hypothèses que je pose? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour les vérifier, ces hypothèses? Et finalement, quelle est la conclusion que je retiens? Donc, il convient d'être extrêmement, je pense, rester toujours très, très pragmatique. Deuxième hypothèse, nous ne connaissons pas du tout l'affaire. Nous n'avons aucune connaissance de l'affaire antérieure, aucun historique. Peut-être la difficulté ici, ou en tous les cas la grande vigilance, je pense qu'il convient d'avoir, c'est de ne pas être l'expert de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, au cours de la procédure judiciaire, un avocat qui formait un duo avec un expert de partie n'ait possiblement pas réussi à convaincre un expert de justice de sa position, voire peut-être n'ait pas réussi à convaincre un expert de partie de sa position, dans l'intérêt de son client,
et que volontairement, il sollicite un autre expert qui n'a pas connaissance de l'affaire, en espérant peut-être que cet expert-là puisse être un peu plus en faveur de sa position, dans l'intérêt de son client. Voilà, donc c'est un petit peu un élément que j'avais un peu à l'esprit. Je me disais, on est un deuxième expert, on arrive après, peut-être qu'on n'a forcément pas toutes les subtilités, puisqu'on n'avait pas l'histoire de l'affaire. Attention donc à rester très, très impartial et en tous les cas à ne pas être utilisé par l'avocat. Et là, on est peut-être plus sur une notion de duel. En tous les cas, je pense que c'est important. Un autre point aussi qui est interrogeant, c'est la raison pour laquelle nous sommes sollicités alors que nous sommes par ailleurs experts de justice. Donc là encore, peut-être attention peut-être à l'idée un peu de la signature qui serait estampillée, un rapport estampillé par un expert de justice aurait peut-être plus de valeur. La valeur, elle doit toujours être, portée par la même rigueur. C'est la méthode. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est clé avant même d'être expert de justice ou pas. Ça me semble être secondaire. Mais j'entends que pour un magistrat, ça puisse avoir du sens. Peut-être encore un point, j'en aurai d'autres, mais je pense que le temps passe. La première matière qu'on va utiliser, c'est le rapport de l'expert de justice. On va réétudier des données, des pièces, etc. Mais on va donc passer un petit peu à la moulinette, le rapport d'un confrère. Alors, est-ce à dire que l'on serait peut-être déloyal à analyser le rapport d'un confrère expert de justice ? Je pense évidemment que ça n'est absolument pas le cas. C'est un exercice qui est très méthodique, qui doit être pragmatique. À partir du moment où on respecte toutes les règles de déontologie qui ont été rappelées par M. Courcel, il n'y a pas lieu d'avoir quelque déloyauté que ce soit. Et à la limite, j'aurais tendance à dire que quand on est un expert de justice, et globalement, c'est quand même la plupart de nos sollicitations et de nos missions, rappelons que nous ne faisons que passer nos écrits, eux, ils restent, ils ont une vie après, donc ça nous demande, ça nous impose d'être d'autant plus toujours pertinent, juste, avoir des propos étayés, argumentés. Voilà, peut-être que comme le temps passe, peut-être que je peux écourter certaines choses. Je ne sais pas si je suis dans le sujet. Bon, ben voilà, je suis dans le sujet. Si oui, alors à ce moment-là, peut-être encore un sujet, mais j'ai un peu évoqué. Comment on fait pour étudier, analyser le rapport d'un expert de justice, donc d'un expert, d'un confrère ou d'une consoeur? Je pense qu'avant de rentrer dans le fond de l'affaire, il convient d'abord d'étudier la méthode que ce confrère a utilisée. D'ailleurs, je ne sais pas si nous le faisons si souvent que ça, mais je pense même que l'introduction d'un rapport de justice devrait commencer par le rappel ou l'exposé de sa méthode. De la même manière que les universitaires, quand ils se posent une question, ils exposent leur méthode et ils exposent ensuite comment ils ont pratiqué pour arriver à la conclusion. Peut-être qu'il serait pertinent que nous le fassions. Enfin, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Dans mon domaine, en matière d'incendie, c'est vrai qu'on a une méthode qui s'applique. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on l'applique, il faut le faire dans la pratique, évidemment. Mais en tous les cas, je pense que c'est un bon moyen, déjà une bonne entrée pour analyser le rapport d'un expert, d'un confrère. Quelle a été la méthode qu'il a utilisée? Est-ce que c'est la méthode qui est reconnue par les pairs? Est-ce que c'est en respect des règles de l'art, etc., etc. C'est d'autant plus intéressant, donc ça nous accorde une totale impartialité dans notre propos, elle est retenue, elle est respectée très bien, ça n'est pas le cas, on explique pourquoi, et ça nous permet ensuite d'expliquer d'autant mieux pourquoi on va être en accord ou en désaccord sur des réponses à des chefs de mission. Je pense que l'autre intérêt, il est pour le magistrat. On parlait tout à l'heure à plusieurs occasions de la force probante d'un rapport rédigé par un expert de partie. Forcément qu'à partir du moment où on parle d'abord méthodologie, pour un magistrat, entre deux rapports rédigés par deux experts de justice, qu'ils soient experts de justice ou experts de partie inscrits sur une liste de cour d'appel, à deux résultats différents, ce qui fera la différence, c'est est-ce que oui ou non, il y avait une méthodologie d'appliquer. Donc ça, je trouve que quand on est spécifiquement sur cette phase postérieure au dépôt du rapport, c'est sûrement une clé qui me paraît pertinente à utiliser. Voilà, je propose de terminer mon propos ici et je vais passer la parole à Monsieur le Président. Merci.
Donc, je remercie le CNB et la CNCEJ de m'avoir invité à ce colloque. Ça fait des années que je participe à ces duos, trios, quatuors, plutôt orchestres maintenant. Et les choses changent, le temps passe, mais les choses quand même changent un peu. Je me rappelle avoir été sur ce pupitre il y a quelques années, où je n'avais pas entendu avant mon intervention collaboratif, convention de procédure participative. Aujourd'hui, durant ce colloque, j'ai déjà entendu tous ces mots qui, à l'époque, passaient quand même un petit peu pour, on passait pour les gens du monde du bisounours. On avait un petit côté quand même méprisant à l'égard du dialogue. On voit bien dans notre pays ce que ça donne quand il n'y a pas de dialogue, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, donc duo, duel, j'espère que nous allons vers le duo. Que le duel, alors on sait bien, je vois que Madame la Présidente Marie-Aimée Perron, qui est présente, ancienne présidente du CNB, je me rappelle de ce que disait un de ses prédécesseurs, le bâtonnier Bénichou, la France, c'est le pays de la castagne. On parle de quoi dans un tribunal? D'arène judiciaire, de duel judiciaire, de vainqueur, de vaincu, de ténor, alors maintenant de ténoras. Mais ceux qui sont dans l'amiable, la discussion, le dialogue, inconnus au bataillon, on n'en parle pas. Parce que le problème, c'est surtout la confidentialité. Je viens de réussir, c'est pas moi, une énorme médiation avec des enjeux plusieurs milliards. Personne n'en parle. Confidentiel. Par contre, celle qui a échoué hier, je ne vais pas dire laquelle, ça, on en parle. Celle-là, on en parle. Mais des réussites, non. Donc, c'est pour l'amiable. Je vais y venir après, puisque j'ai quand même quelques questions d'abord à répondre. Alors, pour un juge, c'est un peu compliqué à répondre parce que j'ai posé la question à midi et on a une cantine au tribunal de Paris, donc on discute entre juges. Si on voit plus les avocats, plus personne, puisqu'on est dans des palais bunkérisés où il faut avoir 15 badges pour venir nous voir, mais entre collègues, on se voit encore. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une expertise judiciaire et puis un avocat arrive avec son expertise de partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut bien y répondre. Alors, moi, j'ai été juge chargé de la construction pendant 5 ans. Alors, j'en ai pas connu tant que ça. Mais vous me disiez, maître, que maintenant, ça se pratique de plus en plus, l'expertise de partie qui vient contrer l'expertise judiciaire. Donc, comme l'a dit le président Vigneault, bon, une expertise de partie, je dois regarder, d'ailleurs, je dois regarder tous les éléments de preuve et puis donner mon avis. Alors, comment faire? Je rejoins tout à fait votre analyse, la méthodologie. Alors, il y a quand même le nom et le renom. Bon, alors quand on fait des expertises depuis des années, on connaît les experts, le travail de certains experts. Bon, il y a des experts, tout le monde trouve leur travail formidable, d'autres parfois un peu moins. Donc, il y a le côté réputationnel, bien entendu. Donc, si on arrive avec un rapport d'expert de parti par quelqu'un qui fait autorité pour tout le monde, c'est sûr que je vais le regarder peut-être un peu plus à la loupe que le rapport de quelqu'un que je ne sais pas d'où il sort et d'où il vient. Donc, voilà, ça, ça paraît évident. Après, la question de la méthodologie, je trouve que ça, c'est une excellente, effectivement, vision pour contester un rapport d'expertise judiciaire. Ben voilà, le premier expert, bon, il raconte qu'il est allé sur les lieux, mais visiblement, il n'a rien compris parce que là, il décrit le premier étage, alors que ce n'est pas du tout le premier. Je dis un peu n'importe quoi, mais en contestant la façon dont il a procédé avec certaines choses qui paraissent un petit peu problématiques, là, on peut se dire, comment faire? Que vais-je faire? Alors, que vais-je faire? Alors, la facilité, c'est la contre-expertise. Mais je n'ai jamais aimé la facilité. Donc voilà, il y a une expertise judiciaire qui visiblement tient moyennement la route parce que sa méthodologie peut être contestable, une erreur grossière, ça peut arriver. Et donc, s'il y a un enjeu alors s'il n'y a pas d'enjeu, s'il y a un enjeu très important, on aura peut-être la tentation d'aller à une contre-expertise. Mais il peut y avoir d'autres voies qui peuvent se présenter. Alors, je vais revenir à mon premier sujet. Et je pense, nous avons actuellement un garde des Sceaux, ancien avocat, donc qui est très dans l'amiable, et qui va nous créer 2 nouveaux modes amiables, la césure et l'ARA. Alors, ce n'est pas la chanson, j'en ai parlé à mes collègues qui me demandaient pourquoi tu nous chantes une chanson du docteur Givago. Non, l'ARA, c'est l'audience de règlement amiable. Et dans ce cas-là, je me demande, alors, l'ARA, c'est ça va être créé très bientôt par notre ministre. L'audience de règlement amiable, on peut déjà la faire. Qu'est-ce que c'est que l'audience de règlement amiable? C'est, je concilie, j'ai fait ça quand j'étais jeune juge, parce que j'avais le temps. J'avais 30 affaires par mois, où j'en ai 90 par audience parfois. Donc, on convoque tout le monde, les parties, là, on fait le chef d'orchestre, les avocats,
Pourquoi pas d'ailleurs faire venir l'expert pour lui demander, dites donc, là vous avez dit ça, mais pourquoi vous avez dit ça? L'expert de parti nous dit que c'est pas ça, alors expliquez-vous un petit peu là. Et c'est vrai que l'oralité, moi qui n'étais pas très plaidoirie, maintenant j'aime beaucoup l'interactif. Alors il faut que l'avocat connaisse son dossier, que le juge connaisse et puis si un expert arrive, alors à mon avis, ça peut être très intéressant. Pourquoi pas le faire dans l'ARA? Parce que là, ce sont des juges à la retraite. Comme moi bientôt, moi je me vois très bien faire l'ARA. Alors, plus on est spécialisé dans un domaine, à mon avis, c'est autre chose que la médiation. L'ARA, c'est le juge qui concilie. Donc, ça peut être aussi des MTT. J'imagine très bien un avocat MTT médiateur qui a une formation, spécialiste de la construction et qui de temps en temps a envie de faire un peu juge, parce qu'il y a des avocats qui ont envie de faire juge, pourquoi pas, donc qui pourrait très bien faire cet ARA. Donc moi je pense que ça peut très bien marcher, qui connaît déjà le contentieux. Donc souvent c'est la confiance qu'on joue un peu dans l'amiable. Qu'est-ce qui marche? C'est la confiance. Si on a confiance dans le juge, si on a confiance dans les avocats, si le juge a confiance dans les avocats, si on a confiance dans l'expert, si on a voilà, donc il y a toute ça une question de confiance. Donc le vieux juge qui connaît parfaitement la construction, qui a fait ça pendant 15 ans, qui a fait une petite formation quand même de médiateur, parce qu'on ne s'improvise pas dans l'amiable, donc je fais sa formation. Bon, les avocats le connaîtront. Bon, il y a une expertise là qui est bon. Un avocat dit non, quand même, là vraiment, non, écoutez, voilà. Donc, je pense que là, faire venir peut-être l'expert dans un cadre. Alors, c'est pas prévu les textes. Alors, je milite beaucoup pour le sujet, d'ailleurs. Je voudrais absolument que soit prévu l'aparté. Je pense que le juge qui fait l'ARA, il faut vraiment qu'il fasse de la conciliation et médiation. Il ne jugera pas. Donc, l'aparté, c'est très important. Entendre, pourquoi pas, de manière confidentielle, mais c'est les parties qui décident. L'expert, je me posais cette question, pourquoi ne pas entendre l'expert de manière confidentielle si tout le monde est d'accord, puisque la conciliation, médiation, ça implique que tout le monde est d'accord. Pourquoi pas? Bon, si on est toujours… Alors, il peut arriver qu'il y ait un vrai problème technique où il y a une véritable opposition. Que fait-on? Alors, il y a aussi une possibilité, au lieu de faire la contre-expertise, on connaît tous… Bon, alors pourquoi pas, s'il faut absolument faire la… Moi, je suis pour la fluidité selon les cas. Mais il y a également la possibilité, un autre expert, alors, troisième expert, mais le faire venir de manière… On pourrait le faire venir de manière confidentielle, c'est-à-dire un expert qui serait très réputé, mais qui donnerait juste son avis sur ce point technique et qui peut-être pourrait lancer de l'amiable sur l'ensemble de ces expertises et contre-expertises. Voilà un petit peu ce que je pense de ce rapport de parti. Alors évidemment, le rapport de parti, ce sera différent s'il est fait de manière contradictoire ou pas, parce que le rapport de parti peut être fait de manière contradictoire ou pas. Donc ça, à mon avis, ça évidemment, je pense quand même une influence sur le magistrat. Est-ce qu'il a été fait contradictoirement ou pas? Si c'est le rapport de parti par une seule partie, ben, il n'a pas été fait contradictoirement. Donc là, effectivement, à apprécier. Alors, sur l'amiable, comment ça peut marcher? Ça marche très bien. J'étais en audience ce matin, d'expertise, puisqu'à Paris, bon, c'est pas très plaisant d'avoir que des expériences, des audiences que d'expertise, d'entendre à longueur de temps PR. Souvent, à la fin, j'ai servi à quoi aujourd'hui? À rien. Mais si, aujourd'hui, sur 30 affaires que j'avais en expertise, 10 accords, 10 affaires. Alors, comment se sont faits ces accords? D'abord, je rappelle toujours aux avocats, en début d'audience, qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'ils veulent désigner eux-mêmes un expert, parce que quand tout le monde est d'accord pour une demande d'expertise, je sers à quoi? Ils peuvent très bien le faire eux-mêmes par acte contresigné par avocat, sachant que ça a exactement la même valeur qu'une expertise judiciaire. Là, ils peuvent choisir l'expert. Première quand même chose très importante. La mission, souvent on me demande des missions spéciales. Moi, avec le nombre d'affaires que je traite par an, on a 9000 affaires au référé à Paris, on ne peut pas faire des spéciales. On ne compare pas ça aux pizzas, il y a la margarita. On a la mission classique pour le préventif, je ne vais pas faire une mission spéciale. On ne peut pas. Donc, par contre, en acte contresigné par avocat, là, vous pouvez, chers avocats, aller à la virgule, à la mission, là, faire quelque chose d'extrêmement, comment dire, personnalisé. Alors, jusqu'à présent, je dois bien dire, tout le monde m'écoute, c'est déjà pas mal, mais aujourd'hui, j'ai eu une dizaine d'accords, des expertises. Alors, on me demande, moi j'accepte, vu que je ne travaille pas pour les statistiques, je travaille pour le justiciable, donc j'accepte de suivre quand il y a des accords jusqu'à la fin. Par exemple, une histoire de copropriété, la gaine d'extraction, la fuite d'eau. Alors, les fuites d'eau, on n'a que ça. Bref, ils se mettent d'accord, ils font venir un expert, mais j'accepte de renvoyer le dossier jusqu'à voir si les travaux ont bien été faits. C'est une garantie pour l'avocat, etc. Donc, j'ai eu énormément de dossiers comme ça ce matin. Et à chaque fois, donc c'est des dossiers où j'ai dit donc là, pour votre entre bailleur-preneur, copropriété, vous n'êtes jamais mis autour d'une table, mettez-vous autour d'une table. Si vous avez besoin d'un technicien, vous pouvez le faire par acte contresigné par avocat.
il ira uniquement sur le point sur lequel vous êtes, au lieu d'avoir une mission générale, etc. Donc, j'ai eu énormément de cas comme ça ce matin. Bon, ça tombe très bien. Et alors, là, c'est surtout un conciliateur de justice que j'avais nommé ce matin qui est venu à mon audience. Mais je fais avec des médiateurs aussi. Que s'est-il passé dans beaucoup de dossiers? Dans beaucoup de dossiers, les parties se sont effectivement mis autour de la table avec le conciliateur. On fait venir un technicien. Alors, c'était l'expert de partie. Mais l'expert de partie a plusieurs parties. Il faut venir un technicien pour avoir, alors c'est souvent des experts d'ailleurs judiciaires, pour avoir son avis. Mais aujourd'hui, j'ai aussi par acte contresigné par avocat. Je dis aux avocats à l'audience, j'ai dit donc là, comment vous l'avez fait venir votre technicien? Et aujourd'hui, alors sur les 10 à peu près, j'en ai eu un seul, mais quand même, un où ils avaient fait par acte contresigné par avocat. Alors vrai, et je pense que l'acte contresigné par avocat, c'est le CNB d'ailleurs. Il y a tous les modèles, mais il manque quelque chose. Et je crois que les avocats soutiennent, j'ai appris ça par mais c'est encore confidentiel, donc je ne vais pas le dire qui, mais c'est une membre du Conseil de l'ordre qui m'a dit qu'apparemment les avocats le soutiennent, un juge d'appui. Ce qu'il manque, si on veut vraiment lancer l'expertise amiable, qui dans plein de domaines serait très bien, c'est s'il y a une difficulté au cours de cette expertise. On veut par exemple attrait à mettre dans la cause son assureur. On peut comprendre que les avocats disent bah non, moi je veux pas votre truc, ça marche pas parce que et ça c'est donc on aurait un juge d'appui où on va devant lui pour attraire de manière forcée son assureur, après il vient ou il vient pas, mais au moins et puis s'il y a un incident, alors je vois mes collègues du contrôle des expertises, je leur ai épargné 10 expertises ce matin, vous pouvez me dire merci, mais moi je vous dis merci parce que vous faites un travail extrêmement sérieux et avec 5000 affaires à traiter à vous seul, bravo. Et ou soit, c'est-à-dire le juge chargé du contrôle des expertises, il y a un incident, il faut le régler. Donc ça, je pense que c'est une des réformes sur l'amiable fondamentales, le juge d'appui en matière d'actes ou de convention de procédure participative. Tant qu'on n'aura pas ce juge d'appui, alors il y a certains dossiers, on est sûr, où il n'y a que deux parties. Je pense à l'indemnité d'éviction. On est sûr qu'il n'y a que le bailleur et le preneur. Mais il y a toujours ce problème s'il y a un incident au cours de l'expertise qui saisit. Voilà. Donc je pense qu'il faut absolument nous aider pour obtenir ce juge d'appui en matière. Si on veut développer l'amiable, il y en a encore qui sont contre, je le sais très bien. Enfin, bon, moi, je pense que être contre la paix, c'est un petit peu particulier, mais bon, après tout, il y en a qui aiment la guerre. Pourquoi pas? Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ce que je fais aussi autrement, quand c'est vraiment 3 bricoles, on est en VFA, on a peint les volets en vert alors que c'était prévu en rouge. Le peintre est là, est prêt à repasser, mettre son coup de peinture. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en donner une mesure d'expertise? Donc là, s'il n'y a pas eu de dialogue, je fais avant l'expertise, allez hop, on va voir, soit invitation de rencontrer un conciliateur de justice, ça dépend du coup. Si j'ai une histoire, là j'ai une affaire avec 34 000 désordres, j'ai mis un médiateur pour mes volets peints en bleu ou en vert, je mets mon conciliateur de justice. Ou une injonction de rencontrer un médiateur. Je demande toujours aux avocats s'il y a eu du dialogue. Est-ce que quand les parties se sont mis autour d'une table et qu'il y a un dialogue, j'en tiens bien entendu compte. Mais quand il y a quand même beaucoup d'affaires, alors celles qui viennent devant moi, j'imagine que beaucoup d'avocats font beaucoup d'amiables avant de venir devant le juge, mais quand on vient devant le juge, j'ai quand même beaucoup de dossiers où les parties, parce que j'ai posé la question tout ce matin, où ne se sont pas mis encore autour d'une table. C'est pas trop tard, on le fait maintenant. Parfois, il y a des parties qui vont voir le médiateur ou le conciliateur qu'une fois, et après, ça a permis de relancer le dialogue. Et ensuite, j'ai eu ça ce matin, j'ai eu des accords suite à des invitations à rencontrer un conciliateur ou une injonction de rencontrer un médiateur. Parfois, je fais en même temps. Le en même temps, je suis à la mode à une époque, je me suis toujours. Donc, en même temps, c'est-à-dire, j'ai eu par exemple un dossier 2 tours, 34 000 désordres, réserves. J'étais moyennement content parce que c'était hors de mon ressort. On a une tendance à nous saisir à Paris, alors que pour le juge chargé du contrôle, c'est quand même pas très efficace de m'occuper d'affaires de construction de Guyane. Il vaudrait mieux quand même saisir les juges là-bas. Enfin bref, donc 2 tours avec 34 000 désordres. J'avais 25 ou 30 avocats, je ne sais plus combien. Là, j'ai fait en même temps, c'est-à-dire j'ai ordonné l'expertise et injonction de rencontrer un médiateur. Et je me suis dit à l'époque, ils ne vont pas y aller, parce que là, j'ai vidé ma saisine. Eh bien, si. Ils y sont allés. Et sur les 34 000 désordres, il ne reste plus que 3 séries de désordres. Donc, l'expert, donc ça a permis, il y avait tout un tas de choses où les parties, en se mettant autour de la table, 25 ou 30 avocats. Hein. Alors, évidemment, là, il faut avoir des médiateurs en capacité de gérer un nombre de... Il y en a maintenant qui sont très professionnels, qui savent le faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Ensuite, il peut y avoir... Alors, je dis aux parties, là, vous choisissez le moment d'y aller.
soit avant. Je sais qu'il y en a qui vont avant, parce qu'une fois des avocats sont venus me voir en me disant « Dites donc, vous pouvez arrêter l'expertise, là on est tous d'accord sur tout ». Donc je dis « Oh, ça va, il suffit de pas consigner, et puis l'expertise elle devient caduque, hein, je vais pas non plus m'amuser ». Donc ensuite, à partir des premières constatations, des fois, on a besoin quand même de savoir un peu ce qui se passe. J'ai n'importe quoi, la fuite d'eau, j'en parle parce qu'on a que ça. À Paris, les fuites d'eau, je ne sais pas pourquoi. Entre la gaine d'extraction et la fuite d'eau, c'est 3/4 des contentieux d'expertise, que je caricature à peine. Donc là, on peut le faire aussi après les premières constatations de l'expert. Effectivement, l'expert dit bah oui, ça vient bien des canalisations privatives, donc ce n'est pas des parties communes. Bon, on peut peut-être. Alors là, c'est suspendre. C'est-à-dire que l'expertise, on ne sait pas s'il y aura un accord. On peut dire à l'expert écoutez, suspendez maintenant vos opérations d'expertise et quitte à reprendre si on n'arrive pas à l'accord. Après, ça peut être après le rapport lui-même. C'est-à-dire que bon, là, on avait vraiment besoin d'avis techniques, même pour l'évaluation, on avait besoin. Mais après, on l'a, donc pourquoi pas à ce moment-là. Et ça, en réalité, alors là, c'est la liberté des parties. Là, il y a pas de, c'est les parties qui choisissent. Et je m'aperçois, alors c'est pas dans tous les cas, mais je le sais que dans certains cas, ça se fait. Ensuite, alors à quel stade? Alors je le fais des fois en post-sententiel aussi, mais bon, là, c'est un peu là en expertise. Donc, on demande aussi est-ce que les textes le prévoient. Bon, rien ne l'empêche. Hein. Là, je délivre une injonction. Sur l'amiable, qu'est-ce que je voulais? Alors, ce qu'il faut absolument quand même mettre dans notre code, si on veut que le duo, le trio, le quatuor et l'orchestre marchent bien, c'est quand même les principes de proportionnalité procédurale et de loyauté. C'est quand même des grands principes. Si on veut effectivement que l'amiable fonctionne, il faut que les principes de loyauté et de proportionnalité procédurale, c'était dans les travaux des États généraux de la justice, soient concrétisés. Mais je pense que dans l'évolution des choses, alors évidemment, tout ça, ça coûte quand même cher. C'est-à-dire que l'amiable, la médiation, la conciliation, il y a un coût. Mais enfin, je pense à une affaire de succession, parce que je le fais dans plein de domaines. Par exemple, ça m'arrive très fréquemment, on me demande des évaluations immobilières en matière de avant une liquidation de régime matrimonial ou de succession, ou de conflit entre aussi associés de SCI. Ça, je le fais souvent avant l'expertise, quitte à ce qu'ils prennent un expert technique à l'amiable durant l'expertise s'ils le souhaitent. Et là, ça marche très bien. J'en ai résolu je ne sais combien, où le problème de succession, il se termine au niveau de la médiation. Il n'y a aucune expertise ordonnée. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas la martingale, mais quand même, pour les justiciables, alors moi je le dis souvent, mais les seules fois où on m'a dit merci durant ma carrière de juge, parce qu'en France, on ne nous remercie pas trop, ça, pour nous critiquer, il suffit d'ouvrir un journal et on est servi, mais les seules fois où on m'a dit merci, alors je ne vais pas relire ces lettres, mais je suis très sur LinkedIn, ceux qui veulent me suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas parce que c'est un réseau social très bien et ça permet de connaître plein de professionnels du droit, d'experts, etc. Donc, je l'ai mise puisque j'étais autorisé à la lire publiquement, mais il est vrai que quand on met un terme à une affaire, alors je pense, pour revenir à notre sujet, un rapport d'expertise judiciaire contesté par rapport de partie, si on dit aux parties, allez hop, on y va pour une contre-expertise, je pense que on doit devenir un petit peu livide. Bon, s'il le faut absolument, oui, mais que peut-être parfois dans cette affaire-là, j'en sais rien, il faut faire du singulier. L'idéal, ce serait que pour toutes les affaires, on puisse, dès le début de l'affaire, réunir parties, avocats, et voir un petit peu quelle est la meilleure façon de régler le litige. Et je pense que la césure, que je trouvais peut-être pas une idée, bon, je suis pas du tout contre, mais effectivement, peut-être que sur un sujet, je pense aux assureurs, et ici, il y a des experts d'assurance, qui veulent à tout prix que le juge tranche sur la prescription ou la forclusion. Donc, rien n'empêcherait un juge de trancher puisqu'on ne veut pas aller en accord, on n'a pas envie d'y aller tant que cette question de pur droit, qu'on pense sérieuse, ne soit pas tranchée. Donc, je pense qu'il faudrait une très grande fluidité entre tous les modes amiables, avec également l'expertise complètement comprise, soit expertise de partie, soit expertise judiciaire. Ça, ce serait pour chaque dossier, dans un cadre évidemment de duo et non pas de duel, dans l'intérêt de nos concitoyens, de voir comment rendre une justice un peu plus efficace dans ce pays. Merci à tous les trois.